courir pour vivre ou vivre pour courir? La Régie Renault a choisi la Formule 1 pour deux raisons. La première, c'est son niveau technique très élevé. Et ceci impliquait un niveau d'exigence considérable. La deuxième, c'est sa notoriété mondiale et le fait que Renault soit une marque mondiale avec des ambitions mondiales et avait besoin de trouver un objectif de compétition qui est une expression internationale et une diffusion internationale. Well, I've always enjoyed motor racing. When I was a child at school, I found it a fascinating subject, and it really dominated everything I thought about when I was young. That terrific enthusiasm pushed me into racing, supported me throughout all the difficult times, and even today when we're quite successful, it's still as strong as ever, there's no doubt about that. It's just something from within. Rien de commun, on le constate, entre les motivations qui poussent une grande marque et une petite écurie à s'investir dans le sport automobile. Longtemps, elles n'ont fait que cohabiter ou s'affronter, mais aujourd'hui, il n'est pas rare de les voir s'associer. Au premier temps de l'automobile, ces motivations n'étaient pas aussi différentes. En fait, la course servait aux marques qui y participaient à prouver à leurs clients les qualités de leur voiture, celles qu'elles faisaient courir, ressemblant à s'y méprendre à celles qu'elles vendaient. Dans les années 20, cependant, les Grands Prix requérant une technologie de plus en plus spécifique, les constructeurs généralistes comme Peugeot, Fiat ou même Mercedes s'en éloignèrent, laissant la place à des marques spécialisées dans la construction des voitures de sport. Ce fut la grande époque de Delage, Alfa Romeo et Bugatti, qui trouvèrent dans les Grands Prix de quoi alimenter leur prestige sur le marché et leur trésorerie en vendant des voitures de course à de riches gentlemen drivers. Cependant, jusqu'à la fin des années 60, les voitures de Grand Prix étaient peintes aux couleurs de leur pays d'origine. Vert pour l'Angleterre, rouge pour l'Italie, bleu de France. Cette tradition invitant à considérer les Grands Prix non seulement comme des affrontements entre les marques, mais entre les industries nationales. Affamés de prestige et férus de propagande, les maîtres du Troisième Reich comprirent aussitôt le profit qu'ils pourraient tirer de l'image d'une technologie allemande triomphante, porte-drapeau de la montée en puissance du nazisme. Aussi, dès le début des années 30, décidèrent-ils d'inciter leurs constructeurs à s'engager dans les Grands Prix. Mais il ne s'agissait nullement de participer. Il fallait impérativement gagner et même, si possible, écraser les adversaires. À cet effet, Mercedes d'une part et Auto Union de l'autre furent largement subventionnés pour préparer la bataille. Largement pourvus, les deux grandes marques allemandes lancèrent leur offensive avec des moyens jusque-là inconnus et le résultat ne se fit pas attendre. Face à cette formidable armada, supérieurement organisée et dotée d'un matériel de pointe, la résistance des constructeurs spécialisés, italiens et français, va être pulvérisée. De façon aussi rapide et complète que le seront, quelques années plus tard, les armées alliées face aux Tigres de Guderian et aux Stuka de Göring. Malheureusement, en effet, les démocraties ne tirèrent aucun enseignement de cette opération qui aurait pu leur ouvrir les yeux sur les méthodes de leur futur ennemi. En attendant, les flèches d'argent, raflant toutes les grandes victoires entre 34 et 39, remplirent parfaitement leur mission et atteignirent l'objectif que les nazis leur avaient assigné. Elles symbolisèrent et accréditèrent aux yeux du monde entier l'efficacité de leur régime. Le concept du sport automobile comme instrument de propagande politique venait de s'imposer. Aujourd'hui, il n'y a plus d'exemples aussi manifestes d'utilisation de la Formule 1 à de telles fins. Néanmoins, le soutien très coûteux accordé par Fiat à Ferrari depuis la fin des années 60 est motivé par des considérations qui procèdent d'un raisonnement analogue. L'idée des dirigeants de Fiat
qui constitue, il est vrai, une exception dans la mesure où ce groupe est le propriétaire de presque toutes les marques d'automobiles italiennes, est en effet que Ferrari doit être considéré comme le porte-drapeau de l'industrie nationale en général. Autrement dit, chaque victoire de Ferrari aide à vendre à l'étranger non seulement des Fiat, des Lancia ou des Alfa, mais aussi des machines-outils, de l'électroménager et toutes sortes de biens d'équipement. D'ailleurs, les Ferrari n'ont jamais renoncé à leur traditionnelle robe rouge. En Grande-Bretagne, dans les 50s, le sport automobile soulève une passion qui va provoquer la naissance de toute une nouvelle génération d'artisans constructeurs de Formule 1, lesquels vont d'ailleurs dominer les Grands Prix au cours des 3 décennies suivantes. Mais c'est un riche industriel, Tony Van der Velde, fabricant des fameux coussinets du même nom, qui se lance le premier à la conquête du titre mondial. Pour conduire ses Van Wall à l'assaut des Ferrari et Maserati, il s'assure le concours du meilleur pilote anglais, Stirling Moss, qui est aussi avec Fangio le meilleur du monde à l'époque. L'opération sera bien près de réussir. Van Wall s'attribuera la Coupe des constructeurs en 58, mais Moss échouera d'un souffle dans la course au titre qui, en dépit d'un plus grand nombre de victoires, lui échappera au profit du pilote de Ferrari, Mike Hawthorn. Parallèlement, avec l'appui de British Steel, le géant de la sidérurgie britannique, et dans le but de promouvoir l'industrie anglaise, s'est créé BRM, British Racing Motors, qui, après de laborieux débuts, va se hisser petit à petit au premier plan avec notamment le bouillant pilote français Jean Bérat. Quand Van der Velde, malade, jette l'éponge, BRM reprend le flambeau et atteint le sommet en 62 en permettant à Graham Hill de remporter son premier titre mondial. Après avoir vécu son âge d'or dans les 60s, BRM amorcera un lent mais irrésistible déclin au cours des années 70. Pourtant, cette écurie compta dans ses rangs de très grands champions, Jackie Stewart par exemple, mais aussi le Mexicain Pedro Rodriguez, l'inoubliable Suisse Joe Siffert et Niki Lauda lui-même au début de sa carrière. Jean-Pierre Beltoise, en remportant le Grand Prix de Monaco 72, donnera à BRM sa dernière victoire, qui restera aussi la seule du pilote français. Mais dans les années 60, va se concrétiser un nouveau type de structure qui va devenir dominant en Formule 1, l'association entre un constructeur industriel qui consentira l'investissement lourd, c'est-à-dire le moteur, et un constructeur artisan qui concevra et exploitera la voiture. Colin needed a new engine. We had impressed him suitably and he thought that I was likely to be able to design him a suitable Formula One engine, so he tried to get some money to support the venture, and I'd been bold enough to say I thought that we could make a Formula One engine for £100,000. And we went to see a few people, and then Ford took immediate interest and agreed to pay us the money to make a Formula One engine. I think that's really great. I think that this is the first time we've been able to coordinate the build of an engine and a chassis together and design each one to suit the other. And with the sort of weight and simplicity and power that keeps coming up, I think we're going to have a fabulous motor car. Yes, I quite agree. Very reasonable. I would say that was about 50,000. Grâce à Walter Hayes, un responsable des relations publiques visionnaires qui pressentit l'immense profit que Ford pourrait tirer de cette opération, la marque américaine, à partir d'un investissement littéralement dérisoire pour une entreprise de cette taille, va réaliser une véritable OPA sur la Formule 1. En matière de structure, la Lotus 49 innovait car le moteur avait été conçu comme élément du châssis et supportait le train arrière. Une disposition qui sera par la suite unanimement adoptée sur toutes les Formules 1. Ce V8 avait été conçu et construit dans les ateliers de Cosworth, une micro-firme anglaise spécialisée dans l'élaboration de moteurs de course de petite cylindrée basés sur des blocs de série qui n'avaient alors aucune référence en Formule 1. Il pouvait donc paraître hasardeux de la lancer ainsi d'un coup dans le grand bain.
Le mérite de Hayes et Chapman fut d'avoir le flair de deviner son potentiel et de lui faire confiance. Ils vont être payés de retour, et même largement plus qu'ils ne l'espéraient. Le 2 juin 1967, les Lotus Ford font leur début au Grand Prix de Hollande et ne vont pas les manquer. Après que Graham Hill ait dominé les essais, Jim Clark s'imposera en course devant les Brabham et les Ferrari. Ce sera la première d'une extraordinaire série de plus de 150 victoires pour le V8 Ford Cosworth, qui se forgera ainsi un palmarès sans égal dans toute l'histoire du sport automobile. En effet, l'usage de ce moteur légendaire ne resta pas longtemps exclusivement réservé au Team Lotus, et progressivement, il va équiper la majorité du plateau, au point que, si Ferrari ne s'était pas obstiné, la Formule 1 serait tout simplement devenue la Formule Ford. Naturellement, toute sa structure en fut transformée. Plus besoin d'investir des fortunes dans la fabrication d'un moteur, il suffisait d'acheter des Ford Cosworth pour être sûr de disposer à bon compte d'une mécanique compétitive. L'âge d'or de ce qu'Enzo Ferrari appelait dédaigneusement les assembleurs commençait. We seem to manage to beat them all with, first of all, Lotus, and then the Matra came out and with Jackie Stewart driving, and then McLaren. And we gradually got most of the good teams, and therefore we won most of the races. Entre 1968 et 1982, soit en 15 ans, le V8 Ford Cosworth DFV a en effet équipé non moins de 12 fois le pilote champion du monde. Stewart, Rindt, Fittipaldi, Hunt, Andretti, Jones et Rosberg lui doivent tous leur titre. Et il enlèvera sa 154e et dernière victoire au Grand Prix des États-Unis Est à bord de la Tyrrell d'Alboreto après 16 saisons de bons et loyaux services. Un incroyable phénomène de longévité. Cette success story marque donc une rupture dans l'histoire de la Formule 1. Malgré quelques succès épisodiques de Ferrari, il devint en effet évident que pour une écurie, fabriquer l'intégralité de ses voitures était devenu un handicap, comme l'illustra l'aventure de Matra. Quand il se lance en Formule 1, Jean-Luc Lagardère, en manager avisé, décide de jouer sur deux tableaux. D'un côté, il fournit au Team Tyrrell des châssis dans lesquels l'équipe anglaise installe des Ford Cosworth. Et parallèlement, il monte une écurie 100% Matra dont les voitures sont propulsées par un magnifique V12 maison. Sur le papier, ce moteur disposait d'un potentiel supérieur à son rival, puisque son architecture devait lui permettre de tourner à des régimes plus élevés et donc de fournir davantage de puissance. Mais en contrepartie, il était plus vorace en carburant et surtout plus compliqué. Il se montrera donc long à mettre au point, d'autant que l'équipe chargée de l'exploiter était loin d'être aussi expérimentée que son homologue britannique. Construit à l'aide d'une subvention de l'État, le V12 Matra chantait bien. Malheureusement, la marque française choisit de diviser ses efforts entre l'endurance et la Formule 1, ce qui nuisit beaucoup à ses résultats en Grand Prix. Donc, tandis que la Matra Ford vole de succès en succès et propulse Jackie Stewart au premier de ses 3 titres en 69, la Matra accumule les échecs et ne gagnera jamais un seul Grand Prix. En fait, il faudra attendre la saison 77 pour que le V12 Matra, monté dans une Ligier, remporte enfin en Suède, aux mains de Lafitte, sa première victoire en championnat de Formule 1. Bien que s'étant déroulée tout autrement, l'aventure de Renault en Formule 1 illustra elle aussi le même propos. La régie s'y engagea en 1977 pour donner du lustre à son image. Nous pensions que la première preuve que nous devions faire, c'est de montrer que Renault faisait de la compétition et accédait progressivement au niveau de notoriété mondiale avec cette compétition, mais en même temps, elle voulait développer une technologie de pointe qui pouvait avoir des retombées sur l'image technique de Renault et éventuellement sur des produits de série futurs.
Ans plus tôt, Mercedes, en s'appuyant sur sa puissance industrielle et financière, n'avait fait qu'une bouchée des petites écuries italiennes qui tiraient le diable par la queue. En jetant à son tour son poids de grande usine dans la balance, Renault espérait faire de même. Mais les temps avaient changé. L'apparition du sponsoring avait fondamentalement modifié les données du problème. La manne, qui s'était déversée sur la Formule 1 depuis la fin des années 60, avait contribué à relever très sensiblement le niveau de la compétition et les petites écuries, devenues très professionnelles, étaient beaucoup mieux armées que dans les années 50. Elles constitueront pour Renault des adversaires d'autant plus coriaces que le constructeur français choisit la difficulté en décidant de construire et d'exploiter lui-même des voitures entièrement conçues par ses propres techniciens. Je crois qu'il aurait fallu désolidariser plus vite l'équipe de course de Renault pour qu'elle soit plus indépendante et plus souple. Si j'avais à refaire, c'est maintenant, je dirais, peut-être en 81 ou 82, fallait-il déjà couper le cordon ombilical qu'il y avait avec les motoristes qui faisait que l'ensemble de l'équipe moteur plus châssis était peut-être plus lourde à manier qu'une équipe anglaise. Entre 77 et 85, l'équipe Renault Sport remporta 15 victoires, mais ne réussit pas à atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé et échoua dans la conquête du titre. Honda s'y était essayé sans plus de succès dans les années 60, cette expérience s'étant soldée par une seule victoire au Grand Prix du Mexique 65. Tirant la leçon de cet échec, la marque japonaise continua en s'associant à Lola et Surtees, mais cette opération ne fut pas plus fructueuse et tourne à court. Néanmoins, Honda avait pu mesurer les avantages et les inconvénients des deux options, et quand les Japonais revinrent à la Formule 1 en 1983, ce fut seulement en qualité de motoriste, avec un ambitieux V6 turbo qui fit pourtant ses premières armes à bord d'un modeste châssis Spirit de construction britannique. Turbocharged engine is anyway the advanced technology for the future in the passenger cars. So we are not intending to come into the racing just as for winning, but also we want to develop the new engine technologies as a controlling system of the engine, especially for the fuel injection. It is digitally computerized and it's a sensor, basically RPM, and also the pressure boost of the engine is the basic sensing factors. L'approche de la Formule 1 par Honda est également spécifique dans la mesure où tous les meilleurs éléments de l'usine y font à tour de rôle un stage. Cependant, les Japonais ne négligent pas non plus l'apport des victoires en termes d'image et s'allient en 83 à l'équipe Williams, championne du monde la saison précédente. Les adversaires à battre sont l'écurie McLaren, dont les voitures sont équipées du moteur TAG Porsche, et l'écurie Brabham, qui court avec des moteurs BMW, et dont le pilote Nelson Piquet s'est attribué le titre en 83. Passé chez Williams, le Brésilien récidivera en 87, offrant un premier titre à Honda. Mais les responsables japonais n'ont pas apprécié les vagues que la rivalité entre Piquet et son coéquipier Mansell ont fait déferler sur la place publique, et il se laisse séduire par Ron Dennis, le patron de McLaren, qui a porté le professionnalisme dans son équipe à un niveau jusque-là inconnu en Formule 1. Il s'agit évidemment, là encore, d'une association entre un grand industriel et une petite entreprise exclusivement consacrée à la Formule 1. Néanmoins, elle change quelque peu de nature, car l'écurie McLaren a largement dépassé le stade de l'artisanat pour devenir une PMI de pointe. Elle est mieux structurée et plus performante que ses rivales en raison du pointilleux perfectionnisme d'une organisation qui ne laisse plus rien au hasard et grâce aux budgets de fonctionnement colossaux que lui accordent ses sponsors. En vérité, Ron Dennis et ses associés se sont fixés un objectif follement ambitieux. Ils visent une suprématie sans partage, une fiabilité sans faille, le succès absolu.
Ils s'en sont donné les moyens et, ce faisant, ont établi les premiers de nouvelles normes qui vont désormais servir d'exemple à leurs adversaires. Alliée à la rigueur des Japonais, cette machine de guerre va faire des ravages. D'autant que Dennis a mis tous les atouts de son côté en engageant Ayrton Senna aux côtés d'Alain Prost. Il aligne ainsi ceux qui sont considérés comme les deux meilleurs pilotes de l'heure. Prost est le champion des années 80, Senna est son successeur désigné. Et l'OPA lancé par Dennis va presque réussir. Privée de Honda, l'équipe Williams est réduite à la figuration et les McLaren Boys vont effectivement se partager 15 victoires sur 16. Seul leur échappera le Grand Prix d'Italie qui permettra à Ferrari de sauver l'honneur de justesse. Honda, avec McLaren, remportera encore les championnats 89, 90 et 91, soit 6 titres constructeurs et 5 titres pilotes d'affilée. Seuls Ford et Ferrari ont accumulé davantage de victoires, mais sur une période beaucoup plus longue. Entre 86 et 91, les moteurs Honda ont donc dominé la Formule 1 sans partage. Mais quand la marque japonaise décide de se retirer au cours de la saison 92, elle a trouvé une rivale à sa mesure. Ce matin, nous avons terminé la négociation et avons signé avec Williams un accord de partenariat valable sur 3 ans, 89, 90, 91. Nous nous fournirons les moteurs à l'équipe Williams. Retiré à regret de la Formule 1 à la fin de la saison 86, faute d'un succès en championnat et en raison d'une passe financièrement difficile, Renault effectue son retour en tant que fournisseur de moteurs en récupérant l'équipe qui avait mené Honda à ses premiers succès. Frank Williams et Patrick Head sont toujours aux commandes. Patrick Faure, patron de Renault Sport, vise un objectif beaucoup plus raisonnable que Ron Dennis en 88, première victoire en 90 et la course au titre en 91. L'équipe de Bernard Dudot a mis à profit ces 2 années sabbatiques et le changement de règlement technique pour concocter un V10 comme Honda. Le défi que la formation franco-britannique lance à l'écurie anglo-nippone à l'allure emblématique d'une confrontation Europe-Japon. L'écurie de Frank Williams, alors, n'a pas encore l'envergure de celle de Ron Dennis. Elle va mettre 2 ans pour se mettre au niveau. Mais Renault, dont le moteur est prometteur, a trouvé dans son associé ce qui lui avait manqué pour réussir au temps du turbo. Une équipe très expérimentée, à l'esprit de commando et parfaitement autonome, ce qui lui permet d'exploiter les puissants moyens de son partenaire sans avoir à subir les pesanteurs d'une grande entreprise. Mais pour battre McLaren Honda, Williams et Renault comprennent qu'il leur faudra prendre des risques techniques, dans la mesure où le seul point faible de l'adversaire se situe dans un conservatisme trop marqué. Au début, cette option procurera quelques déboires, mais elle s'avérera par la suite payante. Ce sera l'assaut victorieux livré par Mansell à Senna qui constituera le moment le plus significatif de la saison. Ce coude à coude d'anthologie sera le signal de la fin du règne de McLaren Honda et l'avènement de Williams Renault au premier rang de la Formule 1. Certes, Mansell, malgré 5 victoires, ne parviendra pas cette année-là à ravir sa couronne à Senna. Mais le processus est en route et il aboutira en 92 à la conquête des titres pilotes et constructeurs pour Mansell, Williams et Renault. Cette collaboration exemplaire et fructueuse, de même que celle qui unit McLaren et Honda, opposée à l'échec qu'avait subi Renault au temps de son épopée turbo, ou aux déconvenus de la Scuderia Ferrari, illustre le fait qu'après 8 décennies de Grand Prix, la bataille entre artisans et grands constructeurs s'est résolue dans l'alliance des uns et des autres. Il n'y a plus d'autre voie pour accéder au niveau technologique atteint par la Formule 1 au début des années 90. Le temps des mastodontes, comme celui des petits poussets de génie, est révolu. Désormais, seules les équipes ayant réalisé la fusion des uns et des autres peuvent prétendre à la victoire.